vers l'inconnu. Gladys Aylward avait seulement 10 $ en poche quand elle quitta l'Angleterre pour la Chine où elle voulait être missionnaire. Nous sommes en 1930. Dans une misérable chambre d'hôtel de Vladivostok en Russie, Gladys regarde son passeport avec inquiétude. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils ont remplacé le mot missionnaire par mécanicien. Il faut que je sorte de ce pays, il le faut. Il avait fallu plusieurs semaines à cette frêle jeune femme pour aller de Liverpool en Angleterre à Vladivostok, cette étrange ville sur la mer du Japon. Elle avait traversé la Hollande, l'Allemagne, la Pologne, la Russie et les steppes glacées de la Sibérie. Ce voyage avait été un cauchemar, mais Dieu l'avait appelée à aller en Chine, et elle irait même si maintenant les autorités la retenaient, seule dans ce port. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. « Que voulez-vous? Qui êtes-vous » ? « Un ami. Prenez vos bagages, suivez-moi, vite. » C'est peut-être un piège, mais elle prend ce risque. Elle doit partir. Elle rassemble ses bagages et suit l'étranger dans les ruelles qui mènent jusqu'au port. Au coin d'un entrepôt, une femme surgit de l'ombre. « Vous êtes en danger. Un bateau part demain matin pour le Japon. Il faut le prendre. Le capitaine est dans cette cabane. Expliquez-lui votre situation. »« Le Japon? Mais je n'ai pas d'argent. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous m'aider » Sans répondre, la mystérieuse jeune femme disparaît dans la nuit, et Gladys se retrouve seule sur le quai. En silence, elle prie Dieu de lui donner du courage. Alors, avec détermination, elle marche jusqu'à la cabane et frappe à la porte. À l'intérieur, elle trouve le capitaine japonais. « Ainsi, vous n'avez pas d'argent, mais vous voulez aller au Japon? Avez-vous un passeport? » « Oui, tenez, des amis au Japon m'aideront à me rendre en Chine. » Après avoir entendu son histoire, le capitaine lui donne une cabine sur son bateau et, au matin, elle est sécurisée en route pour le Japon. À Kobe, elle prend un pousse-pousse jusqu'à une mission chrétienne et là, certainement, Dieu s'est servi de ces étrangers pour vous aider à sortir de Russie. Nous allons arranger votre voyage jusqu'en Chine. Je dois faire équipe là-bas avec une missionnaire, mademoiselle Lawson. 3 jours après, elle atteint la Chine. À Tientsin, elle apprend que madame Lawson est à Tséchou, dans la province montagneuse et sauvage du Shanxi. Elle prend le train jusqu'au terminus de la ligne et continue son voyage dans un vieil autobus. Un mois plus tard, Gladys arrive à la mission de Tséchou, pleine de joie à l'idée de rencontrer mademoiselle Lawson et de commencer son travail missionnaire. Mais là, madame Lawson est à Yangchen. C'est un voyage de 2 jours à dos de mule. Le trajet est très pénible et il y a des bandits dans les montagnes. Mais si vous insistez pour y aller, nous vous prêterons des habits chinois car vous ne seriez pas en sécurité dans les vêtements que vous portez. Habillée comme une paysanne chinoise, Gladys repart le lendemain à l'aube avec un muletier. « Que Dieu soit avec vous et vous protège. Au revoir et merci pour votre gentillesse. » Le chemin à flanc de montagne est rocailleux et dangereux. L'après-midi du second jour, le muletier lui indique un point de l'autre côté de la large vallée, Yangchen, au bout d'une rue étroite. « Je suis Gladys Aylward. Êtes-vous madame Lawson? »« Oui, c'est moi. Vous devez avoir faim. Entrez. » Cette maison tombe en ruine. Certains disent qu'elle est hantée. Aussi le loyer est bon marché. Le lendemain, Gladys part en promenade. « Arrêtez, au secours !» Elle retourne à la mission en pleurant.
Des femmes et des enfants m'ont jeté des pierres. Il faudra vous y faire. Ils nous appellent les diables étrangers. Ils nous détestent. Les premiers mois à Yangchen sont très durs. Gladys est presque seule, sans argent, à des milliers de kilomètres de sa maison, incapable de comprendre les Chinois. Haïe par la plupart d'entre eux qui crachent sur elle dans les rues étroites. Ô Dieu, donne-moi du courage. Montre-moi comment atteindre ces gens par le message d'amour et de salut de Jésus-Christ. Après plusieurs mois de travail et de prière, Gladys a une idée. Si seulement nous pouvions parler à ces muletiers, ils pourraient faire connaître le Christ dans toute la province. Gladys vous a mis le doigt dessus. Nous allons ouvrir une auberge. Il y a de la place pour au moins 50 hommes et leurs mules. Une auberge? Le projet de Madame Lawson est-il réalisable? Vous le saurez en lisant le prochain épisode, Ai Weiwei. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin de pouvoir suivre les épisodes de cette playlist Gladys Aylwards, missionnaire en Chine. Au revoir à tous et à bientôt. Ai Weiwei, Yangchen. Nous sommes en 1930. Gladys Aylward est arrivée à Yangchen, en Chine, dans le but de faire connaître le message d'amour et de salut de Jésus-Christ aux habitants de cette région. Mais les premiers mois sont très durs. Elle est presque seule, sans argent, incapable de comprendre les Chinois et haïe par la plupart d'entre eux qui crachent sur elle dans les rues étroites. Après plusieurs mois de prière et de travail acharné, Gladys a une idée. Si seulement nous pouvions parler à ces muletiers, ils pourraient faire connaître le Christ dans toute la province. Gladys vous a mis le doigt dessus. Nous allons ouvrir une auberge. Il y a de la place pour au moins 50 hommes et leurs mulets. Une auberge? Oui, avec des lits propres et de la bonne nourriture. Les Chinois aiment les histoires, nous leur raconterons celles de la Bible. Ils aiment aussi les noms fleuris. Nous appellerons notre maison l'auberge du 6e bonheur. Même Yang, le cuisinier, partage leur excitation, quelques semaines plus tard. J'ai du mal à reconnaître la maison. Un nouveau toit, des portes et des fenêtres réparées, la cour nettoyée, nous devrions attirer beaucoup de clients. Et la cuisine est pleine de bonnes choses. Ils attendent patiemment les premiers clients, mais tous les muletiers passent devant la porte sans s'arrêter. Pourquoi ne viennent-ils pas? Ils ne veulent pas venir à la maison des diables étrangers. Ils ont peur. Yang a raison. Il nous faut les tirer jusqu'ici. C'est à vous de le faire, Gladys. Elle est terrifiée à l'idée de devoir saisir une mule et de l'amener dans la cour. Mais ce soir-là, elle se tient à la porte et crie une phrase que Yang lui a apprise. Muyo bitch muyo, gutso ao ao ao, lai lai lai. Nous n'avons pas de punaise, nous n'avons pas de puce, tout est bon, 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 venez, venez, venez. Les 3 premiers convois de mules passent devant elle sans qu'on lui jette un seul regard. Alors, tout en demandant à Dieu du courage et de la force, elle attrape la mule de tête du convoi suivant. Viens ici, peut-être que tout le reste suivra. Et tout le reste suit ou presque. Vous avez réussi, Gladys. Nos premiers clients, c'est merveilleux. Il y a bien des mules, mais les muletiers se sont sauvés. Ne vous inquiétez pas, les mules ont trop de valeur pour qu'ils les abandonnent. Ils reviendront vite, vous verrez. Espérons-le. Yang avait raison. Un à un, les muletiers se glissent dans l'auberge.
On leur sert à manger et à la fin du repas, Madame Lawson commence à raconter. L'histoire de ce soir est celle d'un homme nommé Jésus-Christ. Il vivait il y a longtemps dans un pays appelé la Palestine. Au cours des semaines qui suivent, Gladys est encore obligée de traîner les convois de mules dans la cour. Mais peu à peu, la bonne nourriture, les lits propres et les histoires de la Bible changent la situation. Regarde, Gladys, 6 convois de mules dans la cour ce soir. C'est merveilleux, et les histoires de Jésus se répandent dans toute la province. Pendant ce temps, Yang a appris le chinois à Gladys. Un jour. Yang, j'ai raconté une histoire biblique en chinois et les femmes ont presque tout compris. C'est bien, bientôt vous serez une vraie femme chinoise. Gladys est heureuse. Maintenant, elle va dans d'autres villages et parle aux gens de Jésus. Un soir, alors qu'elle rentre à l'auberge. « Qu'y a-t-il, Yang ?»« C'est terrible. Venez, vite. Madame Lawson est blessée. » Le corps de Madame Lawson repose sur les pierres de la cour. Elle est couverte de sang. Que s'est-il passé, Yang? Elle se penchait au balcon, la vieille rambarde a cassé et Madame Lawson est tombée. Gladys fait tout son possible pour sauver Madame Lawson, mais les blessures sont trop graves pour cette missionnaire de 74 ans. Elle meurt. Les semaines qui suivent sont très dures pour Gladys, mais elle est déterminée à continuer. Notre loyer est payé pour 1 année, Yang. L'auberge nous rapporte suffisamment. Il n'est pas question d'abandonner la mission. J'en suis content. Les villageois ne vous appellent plus diable étranger. Vous êtes accepté maintenant. Quelque temps plus tard, un matin. « Mademoiselle, le mandarin, il veut vous voir. »« Le mandarin? Que peut-il bien me vouloir ?» Elle se précipite dans la cour et s'arrête stupéfaite. Le mandarin descend de sa chaise à porteur. « Je suis venu vous demander une faveur. »« Une faveur? À moi ?» Le gouvernement central a décrété que les femmes ne doivent plus bander les pieds de leurs filles. Vous êtes la seule femme dans cette province avec des grands pieds. Je voudrais que vous alliez dans tous les villages inspecter les pieds des femmes et de tous les bébés filles. Gladys accepte, mais précise qu'elle fera aussi connaître le Christ. Le mandarin n'objecte pas. Il désire simplement que le décret soit exécuté. Voici donc Gladys, envoyée officielle du mandarin, escortée de 2 soldats. Partout, elle est reçue avec respect. Nous nous inclinons devant l'envoyé du mandarin. Tout ce que vous désirez sera fait. Faites savoir que je désire voir les pieds de tous les bébés filles. Enlevez les bandes. Cette pratique n'est plus permise. Bientôt, ces visites sont bienvenues. Elle apporte des nouvelles aux villages isolés et raconte des histoires bibliques. Elle parle maintenant plusieurs dialectes couramment. Chaque année, elle fait son rapport au mandarin. « Je suis très satisfait de vous. » Le temps passe. Un jour, Yang fait irruption dans son bureau. « Mademoiselle, le mandarin veut vous voir tout de suite. Il y a une émeute à la prison. »« Une émeute à la prison? Que puis-je faire dans cette situation ?» Devant la prison. Ces prisonniers sont des meurtriers et des voleurs. Mes soldats en ont peur. Il faut que vous rentriez dans la cour et arrêtiez les combats. Mais je ne suis qu'une femme. Ils vont me tuer. Pourquoi pensez-vous que je peux arrêter cette émeute? Vous dites partout que votre Dieu vous protège. Prouvez-le, ou bien le peuple ne croira jamais ce que vous dites de Jésus-Christ. Très bien, tout est possible si nous avons assez de foi. Gladys est poussée dans la cour et la porte se referme derrière elle. Ces hommes sont fous. Soudain, un colosse se précipite sur elle. « Au nom de Jésus-Christ, arrête! Donne-moi cette hache !»
Un instant, le prisonnier la regarde sans réaction, puis lentement lui tend son arme. Elle se retourne et interpelle les autres. « Écoutez tous, arrêtez de vous battre, mettez-vous en ligne !» Stupéfaits, les prisonniers obéissent et le combat cesse peu à peu. « Vous devriez avoir honte, regardez tout ce gâchis, nettoyez tout et je demanderai au mandarin d'être clément envers vous. » Pendant que les hommes se mettent au travail, Gladys leur demande pourquoi l'émeute a commencé. Et plus tard devant le mandarin. Pendant des années, ces hommes ont été enfermés sans aucune occupation. Donnez-leur du travail pour qu'ils gagnent quelque argent et retrouvent un peu de dignité. Votre Dieu est certainement puissant, et vous êtes une femme sage et brave. Cela sera fait. Quelques semaines plus tard, Gladys obtient du mandarin que les prisonniers assistent au culte à l'auberge du 6e bonheur, quand le service est terminé. « Merci, merci, vous êtes Ai Waiday, merci. »« Ai Waiday, cela signifie la vertueuse. » Gladys est connue dans toute la province. Chacun l'appelle Ai Waiday. Une autre année passe, et un jour. « Voulez-vous acheter un enfant, mademoiselle ? » « Juste 10 francs. »« Nul n'a le droit de vendre une vie humaine, c'est contre la loi de Dieu et des hommes. Je te dénoncerai au mandarin. » Mais quand elle se présente devant lui, « Les vendeurs d'enfants sont des gens dangereux, je vous interdis de vous occuper d'eux. Je suis venu en Chine pour enseigner l'amour de Jésus-Christ. J'agirai selon ses enseignements, quoi que vous disiez. » Pour sauver l'enfant, Gladys l'achète avec tout l'argent qu'elle a. 1 franc 50. « Tu n'as pas de nom, aussi je t'appellerai 1,50. » Gladys a bientôt 2 enfants, 1,50 et moins. Un jour, ils arrivent dans la cour accompagnés d'un petit, sale et affamé. « Il est perdu. Est-ce que nous pouvons le garder ? » ?»« Je ne peux pas, je serai accusé de l'avoir volé. » Il recherche ses parents. Le mandarin envoie même des crieurs dans les villages, mais personne ne se présente. Aussi Gladys adopte-t-elle l'enfant. « Ma famille grandit, Yang, et vous en aurez bientôt d'autres, vous verrez. » Yang a raison. Le mandarin trouve un autre orphelin et l'amène à Gladys. « Je la prends à la condition que vous fondiez une école pour les enfants du village. Si les parents donnent une petite contribution, j'engagerai un instituteur de Luan. » Et l'école peut commencer. 5 années s'écoulent dans la paix, mais de graves événements se préparent que nous vous raconterons dans un prochain épisode. Regardez, regardez, qu'est-ce que c'est? Des avions. Vous n'en avez jamais vu? Non. Comme ils sont jolis. Fin de l'épisode. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et l'écouter sa parole afin de pouvoir connaître les 50 playlists et les 600 vidéos que nous avons postées, la suite de ce récit notamment, mais encore d'autres chants chrétiens et la présentation d'audiobooks ou de books que nous téléchargeons sur médiathèquechrétienne.fr. Au revoir à tous et à bientôt. L'attaque. Gladys Aylward est missionnaire dans les montagnes de Chine. Les gens l'ont surnommée Ai Waiday, ce qui signifie la vertueuse. Elle a fondé une école et accueille des orphelins. Les jours s'écoulent paisiblement, mais les habitants de cette contrée ne savent pas que le Japon a attaqué la Chine. Un matin de 1938. « Regardez, regardez, qu'est-ce que c'est? Des avions, vous n'en avez jamais vu? Non, comme ils sont jolis. » Mais les avions piquent vers la cité. Toute la population est sortie des maisons pour les observer, et soudain, sans avertissement, ils lâchent leurs bombes sur la ville innocente et sans défense. Un angle de l'auberge du 6e bonheur est détruit.
Gladys et 4 autres personnes sont prises sous les décombres. « Aywaïde, elle est blessée !» Il dégage bientôt Gladys. La jeune missionnaire est horrifiée à la vue des morts et des blessés qui gisent partout. Les rues sont bloquées par les destructions. Elle a quelques bandages et une bouteille d'antiseptique, mais elle possède aussi l'énergie et l'amour qui lui viennent de Dieu. Tous ceux qui peuvent aider doivent le faire. Déblayer les rues, amener les blessés ici, transporter les morts à l'extérieur de la cité. Que faire de tous ces blessés? Il y en a tant. Amenez-les ici, nous essaierons de les soigner. Toute la nuit, ils recherchent les survivants au milieu des cris des blessés ensevelis sous les décombres des habitations. Au matin, la cité commence à revivre quand une nouvelle alerte retentit. « Les Japonais arrivent! Fuyez tous dans les collines !» Gladys court jusqu'à l'auberge du 6e bonheur. « Yang, prépare les enfants, il faut partir immédiatement. » Vous craignez encore les bombardements? Mais quand ils atteignent la porte de la cité, le mandarin vous demande d'emmener 12 condamnés de la prison. 12 prisonniers avec ses enfants? Gladys ne peut accepter de laisser quelqu'un à la merci de l'ennemi. Aussi, elle se charge des prisonniers et se met en marche vers un petit village dans la montagne, loin de Yangchen. Quand les troupes japonaises entrent dans la ville, elles la trouvent déserte, pas la moindre nourriture. Durant tout l'hiver, Gladys se cache dans les montagnes avec ses orphelins. Beaucoup de blessés viennent vers elle se faire soigner. Au printemps, le mandarin lui rend visite. « Aywaïde, vous m'avez démontré comment Christ donne du courage et de la force pour aider les autres. Je désire devenir chrétien moi aussi. Vous me donnez une grande joie. J'ai tellement prié pour vous. » Quelques jours plus tard, Gladys reçoit une lettre de ses amis David et Jeanne Davis, missionnaires à Tsecho. La ville est occupée par les Japonais, mais notre mission est territoire neutre. Vous et vos enfants seriez en sécurité ici. Elle accepte leur invitation. Au revoir, Yang. Que Dieu te bénisse et te garde. Quand la guerre sera terminée, revenez. Je continuerai à ouvrir l'auberge. Avec les orphelins, elle commence un long voyage à travers les montagnes jusqu'à Tsecho. Mais les Japonais surveillent le pays. Cachez-vous, les enfants, pas un geste et pas un mot. Ils ne nous ont pas vus. Heureusement que nous n'utilisons pas les mêmes chemins. Après plusieurs jours d'un dur voyage, elle atteint la mission à Tsecho. Que je suis heureuse de vous revoir. Gladys, combien nous avons prié pour vous. Enfin, vous êtes saufs. La mission a recueilli plus d'une centaine d'enfants et beaucoup de réfugiés adultes. Les Japonais reconnaissent la neutralité de la mission anglaise. Mais une nuit, quelques semaines après l'arrivée de Gladys. « Arrêtez, vous n'avez pas le droit de venir ici avec des armes. » Au cri des réfugiés, David Davis se précipite dans la cour. Un officier japonais se tourne vers lui, revolver en main, et 3 fois presse sur la détente, mais l'arme refuse de fonctionner. Sauvagement, l'officier assomme David. Les réfugiés tombent à genoux et prient à haute voix. Confondus devant cette attitude, les soldats repartent sans causer de dommages. Quelques semaines plus tard, les Japonais quittent Tsecho. Un jour que Gladys se rend à Linchang, elle croise des cavaliers de l'armée chinoise quand ces avions ennemis surgissent. « Des avions japonais! Courez dans les champs! Courez! Courez !» L'attaque est de courte durée, mais les morts et les blessés gisent partout. Gladys organise les secours. Mettez les blessés sur le côté de la route, déchirez tous les vêtements que vous pouvez pour en faire des bandages. Toute la nuit, Gladys travaille parmi les blessés et les mourants. Au matin, épuisée, elle s'effondre dans le fossé. Seigneur, donne-moi la force et le courage d'aider ces pauvres gens qui souffrent ces heures de tourment. Dans son désir d'aider le peuple chinois, elle fournit à l'armée des renseignements sur les troupes japonaises. Nous manquons d'hommes bien entraînés et de munitions. C'est pourquoi nous devons abandonner Tsecho et sa province à l'ennemi. Nous allons donner l'ordre d'évacuation aux civils.
Si vous me suggérez de fermer la mission, c'est impossible. Nous avons déjà vécu sous l'occupation japonaise, nous pouvons encore le faire. » Cette nuit-là, Gladys réfléchit dans son lit. Une école pour les orphelins de guerre a été ouverte à Xi'an. Si je pouvais emmener les enfants là-bas, ils y seraient en sécurité. Mais le lendemain matin, non, c'est impossible. Comment emmener une centaine d'enfants sur une telle distance à travers le territoire ennemi? Cela prendrait des semaines. Ils sont tout aussi bien ici. Gladys a-t-elle raison? Le prochain épisode vous donnera la réponse. Si vous voulez connaître la suite de cet épisode appartenant à la playlist Gladys Edwards, missionnaire en Chine, abonnez-vous à la chaîne Elle écoutez sa parole. Au revoir à tous et à bientôt. Mission impossible. Les troupes japonaises progressent en territoire chinois. Les habitants de Tsecho quittent la ville. Vous devez aussi partir, Gladys. Votre vie est en danger. Les Japonais ont mis votre tête à prix. Ils savent que vous avez fourni des renseignements à l'armée chinoise. Ma tête à prix? Que peut-elle bien valoir? Regardez ces tracts, 100 $ de récompense pour la capture de Ai Weiwei vivante. Vous devez partir à l'aube. Si vous restez, vous serez prise et exécutée. Mais les enfants, que faire d'eux? Ô Dieu, si je dois mourir, donne-moi le courage nécessaire. Elle ouvre sa Bible et lit le premier verset qui tombe sous ses yeux. Fuyez, fuyez de toutes vos forces. Jérémie 49, verset 30. Avant que le jour ne se lève, Gladys brûle ses papiers personnels pour qu'ils ne soient pas utilisés par l'ennemi. Soudain, « Mademoiselle, fuyez vite! Les Japonais viennent vous arrêter !» Elle court jusqu'à la porte et regarde à travers le judas. Pour la première fois de sa vie, Gladys est prise de panique. Elle se précipite jusqu'à la porte du jardin et s'enfuit sur la route, mais elle voit arriver une patrouille ennemie. La fugitive saute par-dessus le mur de pierre d'un cimetière et entend les balles siffler autour d'elle. Soudain, une vive douleur dans le dos. « Je suis touchée et je vais mourir. Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté de ta protection. Il faut que je retourne vers les enfants. Il faut que je les ramène en sécurité. Il faut que... » Les soldats ne savent pas qu'ils ont tiré sur Ai Weiwei. Cessez le feu. Nous devons aller à la mission capturer cette espionne. Quelques heures plus tard, Gladys se réveille. Il fait presque nuit. Où suis-je? Oh, j'ai dormi. Je me sens mieux. Et grâce à Dieu, je n'ai plus peur. Mais que je suis faible. Sa blessure ne saigne plus. Protégée par l'obscurité, elle regagne la mission par la porte du jardin. Gladys, grâce à Dieu, vous êtes vivante. Mais vous êtes couverte de sang et de terre. Vous êtes blessée. Venez, que nous regardions cela. Les Japonais étaient furieux de ne pas vous trouver. Ils voulaient nous fusiller tous. Ils reviendront. Il faut partir. En voyant les soldats, j'ai perdu la tête. Mais maintenant, je sais ce que Dieu attend de moi. La balle n'a fait qu'effleurer l'omoplate. Je dois emmener les enfants à l'orphelinat de Xi'an. Vous ne pouvez quitter la mission. Aussi, mon devoir est de les emmener. Je partirai à l'aube. Le lendemain. Debout les enfants, habillez-vous. Vite, nous allons dans les montagnes. Il faut partir avant le jour. Un pique-nique. Dans les montagnes. Nous sommes prêts tout de suite. David et Jeanne essaient de la dissuader. Mais Gladys, vous n'avez ni argent ni nourriture. Comment espérez-vous emmener une centaine d'enfants à travers la montagne contrôlée par les Japonais? Nous éviterons les sentiers et Dieu pourvoira à nos besoins. Tenez, voilà 2 sacs de grains, c'est tout ce que nous avons. La colonne se met en route. 20 filles de 13 à 15 ans et 7 garçons de 11 à 15 ans. Les autres sont des enfants de 4 à 8 ans. 2 hommes portent les sacs de grains. Ils sont une centaine au total. À midi, ils s'arrêtent pour manger un peu. Donnez vos bols, les petits d'abord. Voilà, comme cela. Et ils reprennent leur marche. L'après-midi, les enfants traînent la jambe. Est-ce que nous retournons à la mission maintenant? Je suis fatigué. Non, nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Nous, les plus grands, aiderons les petits. La nuit tombe quand ils atteignent le premier village.
Un vieux prêtre bouddhiste leur permet de se reposer dans le temple, et quand les enfants dorment, Gladys prie. Seigneur Dieu, j'espère que je fais ta volonté. Cela me semble le seul moyen de sauver ces enfants. Le lendemain, les hommes qui portaient le grain retournent à leur village. Gladys et les enfants continuent. Le soir, ils doivent dormir dehors. Il fait froid et humide. Ces rochers nous donneront un peu de protection. Jour après jour, ils continuent. Bientôt, un nouveau danger les guette. « Mais j'ai faim. Il n'y aura pas de souper ce soir. Nous n'avons plus rien. Aïwaïdé, j'ai faim aussi. » Gladys passe la nuit en prière, demandant aide et direction. Le lendemain, sur le sentier. « Des soldats! Ce sont les nôtres! Ils nous donneront à manger. Merci, Seigneur. » Ils achèvent de se restaurer, quand des avions japonais passent au-dessus d'eux sans les attaquer. « Tout va bien, mes enfants, ramassez vos affaires, nous reprenons la route. » Mais bien vite, il ne reste plus rien de ce que les soldats leur ont donné. « Il y a encore beaucoup de chemin? »« Aïwaïdé, j'ai mal aux pieds. Aïwaïdé, j'ai faim. » Dépêchons-nous, les enfants, nous arrivons bientôt. Et 12 jours après avoir quitté la mission. Regardez, voilà le fleuve jaune. Vous voyez le village de Yuchu? On nous y donnera à manger, puis nous traverserons et nous serons en sécurité. Tout joyeux, les enfants courent jusqu'au village, mais là, ils s'arrêtent stupéfaits. Il est détruit et désert. Un seul survivant apparaît. « Aidez-moi à passer ces enfants de l'autre côté du fleuve. Je les amène à Xi'an. » Ce n'est pas la peine. Tous les bateaux sont partis. Personne ne peut traverser. Les Japonais arrivent. Il vaut mieux vous cacher dans les montagnes. 3 jours, ils se cachent dans les roseaux, priant pour qu'un bateau les fasse traverser. Les grands garçons cherchent dans les ruines du village quelque nourriture oubliée. Le troisième soir, il faut garder espoir, les enfants. Chantons un cantique. Dieu nous protégera. Fatigués, transis de froid et affamés, les enfants élèvent leur voix qui parviennent de l'autre côté du fleuve. Écoutez, j'entends chanter, mais je ne vois rien. Attention, c'est peut-être une ruse de l'ennemi. Je vais aller de l'autre côté en éclaireur. Grâce à Dieu, vous êtes venus. Aidez-moi à faire traverser les enfants. Tous ces gosses, il faudra 3 ou 4 voyages, et les avions japonais mitraillent tout ce qui bouge sur le fleuve. Le soleil se lève quand les derniers enfants atteignent l'autre rive. Ils sont nourris à une station de réfugiés, mais alors que Gladys se repose... « Vous m'arrêtez? Pourquoi? Personne n'a le droit de traverser le fleuve. Vous avez désobéi à l'autorité militaire. » On la met en prison, mais pas pour longtemps, car dehors... Libérez-la, libérez-la, libérez-la. Faites sortir cette femme, je ne peux plus entendre les cris de ces gosses. Le lendemain matin, Gladys emmène les enfants à la gare. Ils n'ont jamais vu un train, aussi quand la locomotive arrive. Revenez, revenez, ce n'est pas un dragon, cela ne vous fera pas de mal. Ils roulent jusqu'au lendemain, mais un pont détruit les oblige à reprendre le chemin de la montagne. C'en est trop pour Gladys. Quand ils atteignent un village où les enfants sont nourris et logés, elle s'effondre, très gravement malade. Buvez, cela vous fera du bien. Pendant 1 mois, elle doit se reposer, ses forces revenues. Il est temps que j'emmène les enfants à Xi'an. Si vous vous en sentez capable, je m'occuperai des places de train cet après-midi. Pendant 4 jours, ils voyagent, s'attendant à être mitraillés à tout moment. Finalement, ils atteignent Xi'an. Quand nous passerons les portes de la ville, nous chanterons un cantique. Quoi? Je dis que vous ne rentrerez pas dans Xi'an, les portes sont fermées aux réfugiés. Gladys emmène les enfants dans un camp à l'extérieur des murs, puis devant la porte. Va-t'en, femme, va-t'en, la cité est remplie de réfugiés, nul ne peut rentrer. Un si long voyage pour en arriver là. Que dire aux enfants? En priant, elle retourne lentement au camp. Les petits l'accueillent avec excitation. Nous allons à l'école de Fufeng. Oui,
et il y a une grande maison où nous pourrons habiter. Nous serons tous ensemble. Cette dame l'a dit. À Fufeng, après un court voyage en train. Entrez les enfants, d'abord un bon bain pour tous, puis vous aurez des habits propres et de bonnes choses à manger. Merci Seigneur, ils sont enfin en sécurité et heureux. Quelques jours plus tard, Gladys va prêcher dans un village des environs. Je crois que je vais m'évanouir. Il faut que je me repose. Pouvez-vous marcher jusqu'à cette maison? Gladys perd connaissance quand elle se réveille. Mon Dieu, où suis-je? À l'hôpital de Xi'an. Vous avez déliré à cause de la fièvre, mais vous allez mieux. Restez seulement tranquille. Elle apprend plus tard ce qui lui est arrivé. On vous a amené à la mission dans un char à bœuf, puis à Xi'an. Nous avons cru que vous alliez mourir. Tout le monde a prié pour vous. Les enfants sont-ils bien? Tout à fait. Ils ont des vêtements neufs, ils sont bien nourris et vont à l'école. Merci Seigneur. Maintenant, je vais vite me rétablir. Elle fonde une église à Xi'an, au cours des années suivantes, au Shenxi, où près de la frontière du Tibet, elle garde avec elle ses 5 premiers orphelins, un 50 et la dernière à se marier. Maintenant, je suis seul à nouveau, comme j'aimerais retourner à l'auberge du 6e bonheur. Quelques années plus tard, la maladie l'attaque à nouveau. Les fatigues et les privations ont gravement atteint votre santé. Vous devez retourner en Angleterre pour une opération. En Angleterre, une opération? Impossible, je n'ai pas d'argent. Gladys ignore l'ordre du docteur et continue à travailler. Mais un jour... Aïe, Weide, je suis venu pour vous emmener à Shanghai. J'ai votre billet pour l'Angleterre. Pour l'Angleterre? Mais qui a fait ça? Oh oui, je sais, des amis chrétiens qui aiment les autres plus qu'eux-mêmes. Gladys accepte ce don. Après 17 années de service, elle quitte la Chine, mais elle y retournera. Son cœur est avec le peuple chinois, à tel point qu'elle a renoncé à sa nationalité et s'est fait naturaliser chinoise. Elle resta jusqu'au bout une fidèle servante du Seigneur. Le livre et le film L'auberge du 6e bonheur ont rendu Gladys célèbre dans le monde entier. Pour sa part, la Ligue pour la lecture de la Bible, en éditant Un petit bout de femme, a voulu faire connaître le témoignage de sa foi et de sa vie de service. Nous mettons en lien dans les commentaires de cette vidéo l'accès et le lien pour télécharger sur médiathèquechrétienne.fr cette BD Tournesol, ainsi que le lien pour pouvoir voir le film L'auberge du 6e bonheur, et le lien aussi pour pouvoir télécharger gratuitement Un petit bout de femme d'Emma Thompson sur médiathèquechrétienne.fr. Au revoir à tous et à bientôt.